Le nombre de tests effectués par l'Afrique dans le cadre du Covid-19 est jugé insuffisant. Le continent doit tripler ses vérifications. C'est le plaidoyer du directeur du Centre de contrôle de la prévention des maladies de l'Union africaine. Le témoignage d'une rescapée de l'attaque d'un convoi humanitaire par des groupes armés au Burkina Faso. Ses aveux sont saisissants. 13 personnes ont perdu la vie dans cet accrochage. Que se passe-t-il au sommet de l'État en République démocratique du Congo? Une série de morts enregistrées dans l'entourage présidentiel suscite des rumeurs d'empoisonnement. Le gouvernement parle officiellement de coronavirus. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. L'Afrique doit tripler le nombre de ses tests pour le Covid-19 dans les mois à venir pour avoir une longueur d'avance sur le virus. C'est ce qu'a donc plaidé le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. Le continent a pour le moment conduit 3,4 millions de tests, un nombre jugé insuffisant. Le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies CDC de l'Union africaine, Donald Kingasong, a plaidé ce jeudi pour un triplement en Afrique du nombre de tests dans les mois à venir afin d'avoir une longueur d'avance sur le virus. À ce jour, le continent a exploité 3,4 millions de tests, un nombre que le directeur du CDC Afrique voudrait voir grimper à 10 millions dans les 2 à 3 mois à venir. Lors d'une conférence de presse à Addis Abeba, John Kingasong a précisé que les données actuelles indiquent un taux de 1700 tests pour 1 million de personnes sur le continent, bien loin derrière les 30 000 tests pour 1 million d'habitants au Royaume-Uni ou les 37 000 pour 1 million en Italie. Le CDC Afrique a déjà distribué 2,5 millions de tests aux membres de l'Union africaine, mais certains pays connaissent des pénuries. D'après John Kingasong, une plateforme mise en place pour aider le continent africain à lutter contre le Covid-19 a permis de sécuriser 15 millions de tests par mois pour les 6 prochains mois. Ce jeudi, l'Afrique a eu enregistré un total de 162 000 cas et 4 600 décès depuis le début de l'épidémie du nouveau coronavirus, avec une moyenne de 5 400 nouveaux cas par jour sur les 7 jours écoulés. Au Sénégal, Macky Sall cède face à la pression. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un allègement du couvre-feu nocturne et une reprise des transports entre les villes. Une décision qui intervient après 2 nuits d'incidents et de protestations contre les mesures destinées à contenir le nouveau coronavirus. On l'écoute. À compter de ce jour, il sera prononcé la levée des restrictions de transport sur l'étendue du territoire national avec le maintien du couvre-feu de 23h à 5h du matin. Les gares routières reprendront du service pour le transport urbain et interurbain. Toutefois, une heure de fermeture est prévue pour toutes les gares routières interurbaines. Le ministre des Transports en conviendra avec les acteurs. Les réunions dans les endroits publics ou privés, les restaurants, les salles de sport et les casinos vont bénéficier de ces mêmes mesures d'assouplissement. Au total, le gouvernement, comme d'habitude, reste à l'écoute des populations afin de contribuer à la relance des activités économiques. Toutefois, ces mesures seront obligatoirement accompagnées de mesures telles que le port obligatoire de masques, la distanciation physique, l'existence de manifestes pour tous les départs, notamment dans le domaine des transports, etc. Le gouvernement regrette toutefois les manifestations connues ces dernières 48 heures qui ont occasionné l'arrestation de plus de 200 personnes. À Madagascar, des échauffourées opposent à Toamasina, située à l'est du pays, la deuxième ville, les forces de l'ordre et les manifestants qui dénoncent les conditions du confinement imposées par les autorités pour y enrayer la propagation du coronavirus. Selon des témoignages recueillis sur place, les incidents ont éclaté lorsque la police a frappé un habitant qu'elle accusait de ne pas respecter l'interdiction de faire du commerce dans l'après-midi. Les détails. Dans un communiqué, la police a nié ces violences, mais des images d'un homme à terre ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et causé la colère de la population qui a érigé un barrage, brûlé des pneus et lancé des pierres sur les forces de l'ordre, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Les forces de sécurité ont riposté par des tirs de balles en caoutchouc. Selon la police, le blessé a été brièvement hospitalisé et a pu regagner son domicile après avoir reçu des soins. Les attroupements continuent alors que les forces de l'ordre sont en train de rétablir l'ordre, a également indiqué en soirée la police. Le gouvernement malgache a envoyé la semaine dernière plusieurs centaines de soldats et des médecins en renfort à Toamasina après y avoir recensé une forte augmentation de cas de Covid-19 dans la ville. Quelques heures avant ces incidents, un groupe d'habitants se présentant comme un collectif des doyens de la ville a dénoncé sur les réseaux sociaux la décision du président André Rajoelina d'envoyer des renforts militaires et plus généralement sa gestion de la crise sanitaire. Ils ont exigé sa démission sous 12 heures. Madagascar a enregistré jusque-là quelques 900 cas de coronavirus, dont 6 décès qui sont tous survenus dans la ville de Toamasina. Au début de l'épidémie, Rajoelina a ordonné un confinement dans les 3 principales villes du pays, levé depuis à Antananarivo. Il a également largement distribué à sa population une tisane à base de plantes dont il assure qu'elle protège et soigne le Covid-19. Les éventuels bienfaits de cette tisane baptisée Covid organique n'ont toutefois été validés par aucune étude scientifique. Quelques jours après l'attaque contre un convoi humanitaire par des groupes armés terroristes, dans le nord de Burkina Faso, une rescapée témoigne. Selon un nouveau bilan annoncé lundi, cette nouvelle attaque a donc fait au total 13 morts et 6 disparus. Une balle a frôlé ma tête, a témoigné Pognambila Sawadogo, rescapé de l'attaque contre un convoi humanitaire par des groupes armés terroristes. Il y avait 2 gendarmes à la tête du convoi. Ils les ont tués en premier et ils ont tiré sur les autres et sur notre ambulance. Ils ont tué le chauffeur, un membre du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Une balle a frôlé ma tête et a touché le chauffeur. Il a crié qu'il allait mourir. Ils sont revenus, ont enlevé les vêtements du conducteur et ont mis le feu au véhicule. À ce moment-là, comme je ne pouvais plus me lever, j'étais seule, couchée et je les observais. J'ai été touchée au flanc, à la cuisse et au bras. Une attaque survenue samedi et qui a fait 13 morts et 6 gendarmes portés disparus au nord de Barça Logo, localité située au nord du Burkina Faso. Au nombre des victimes, on compte 7 gendarmes et 6 civils et plus d'une quarantaine de blessés reçus au centre médical avec antenne chirurgicale de Barça Logo et 7 blessés graves évacués au centre hospitalier régional de Kaya. Après cette attaque, nous avons reçu 8 malades dans le service, parmi lesquels il y avait des blessés légers et un blessé grave. Cette attaque s'ajoute à 2 autres massacres vendredi et samedi pour un total d'au moins 53 victimes. L'Est et le Nord du Burkina Faso sont les régions les plus touchées du pays par les exactions djihadistes qui ont fait près de 1000 morts et 860 000 déplacés depuis 5 ans. Les forces de l'ordre du Burkina Faso n'arrivent pas à enrayer la spirale de violence djihadiste malgré l'aide des forces étrangères, notamment de la France, présente dans le Sahel avec 5100 hommes dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane. En RDC, des morts en Syrie sont enregistrés dans l'entourage du président Félix Tshisekedi. Officiellement, ces décès sont dus au coronavirus. Une opinion rejetée par certains Congolais. Des rumeurs font état d'empoisonnement au sommet de l'État. Ce climat déjà pesant s'est alourdi avec le décès soudain du juge en charge d'un procès anticorruption sans précédent. Ce procès qui a repris mercredi avec sur le banc des accusés un homme fort de la vie politique congolaise, le directeur de cabinet et principal allié du chef de l'État Vital Kamerhe. Le président Félix Tshisekedi est muet depuis ses 2 interventions télévisées les 18 et 24 mars pour instaurer l'état d'urgence sanitaire face au premier cas de nouveau coronavirus en RDC.
Depuis, le Covid-19 a touché, selon les derniers chiffres officiels, 3326 personnes et tué 72 patients, dont une bonne dizaine dans les cercles de la présidence et du gouvernement. La maladie a d'abord touché fin mars la ministre de l'économie qui a perdu une sœur et son frère, membres de son cabinet. Depuis, plusieurs décès ont été signalés à la présidence. Jacques Ilunga, l'un des principaux négociateurs de l'accord de coalition avec le précédent président Joseph Kabila, l'oncle du président Monseigneur Gérard Moulumba, responsable de la maison civile, et Charles Kilocho, directeur adjoint de la communication à la présidence de la République. Si je ne me trompe pas, nous avons enterré 2 ou 3 personnes cette semaine, a encore déclaré le porte-parole du président Tarsis Kasongo Nyamba. Tous les services de la présidence sont mis en alerte, a-t-il reconnu, sur une chaîne de télévision d'État qu'il a interrogé sur les rumeurs d'empoisonnement entourant ces décès en série. Scientifiquement, il n'y a encore aucune preuve qui a été donnée pour dire qu'il y a autre chose que le Covid-19 parmi les décès que l'on a déplorés à la présidence de la République, a-t-il répondu. Dans ce climat délétère, l'opinion attend le résultat de l'autopsie du magistrat Raphaël Nyani, mort dans la nuit du mardi à mercredi. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.